Il a été président d'Haïti pendant près de 25 ans. 25 ans. C'est le plus long mandat de l'histoire haïtienne. Sous son règne, toute l'île d'Hispaniola était unifiée pour la première et unique fois. C'est lui qui a signé l'ordonnance de 1825, acceptant de payer une rançon de 150 millions de francs à la France en échange de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Une dette qui allait saigner le pays pendant plus d'un siècle. Il s'appelait Jean-Pierre Boyer. Général de la Révolution, successeur d'Alexandre Pétion, homme politique habile mais autoritaire, il a dominé la vie politique haïtienne de 1818 à 1843. Mais qui était vraiment cet homme? Comment a-t-il réussi à unifier le nord et le sud d'Haïti, puis à annexer la partie espagnole de l'île? Pourquoi a-t-il accepté cette dette colossale envers la France? Et comment a-t-il fini, renversé, exilé, mourant à Paris? Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire complète de Jean-Pierre Boyer, l'homme qui a unifié Hispaniola et signé la dette de l'indépendance. Jean-Pierre Boyer naît le 15 février 1776 à Port-au-Prince, dans la colonie française de Saint-Domingue. C'est une époque où la colonie est à son apogée, la perle des Antilles, la plus riche du monde grâce au sucre et au café produits par des centaines de milliers d'esclaves. Boyer est ce qu'on appelle un affranchi ou un mulâtre, son père est un tailleur français, sa mère une ancienne esclave originaire du Congo. Cette origine mixte va marquer toute sa vie et sa carrière. Dans la société coloniale très hiérarchisée, les affranchis occupent une position intermédiaire, ils sont libres, souvent éduqués, parfois même riches, mais ils n'ont pas les mêmes droits que les blancs et ils méprisent souvent les esclaves noirs. Le père de Boyer, conscient de l'importance de l'éducation, l'envoie en France pour y faire ses études. C'est là, dans la métropole, que le jeune Boyer va être formé, loin des tumultes de sa terre natale. Il est en France quand éclate la Révolution française en 1789, et quand, à Saint-Domingue, les esclaves se soulèvent en 1791. Quand la Révolution éclate, Boyer sert dans l'armée française. Il devient commandant de bataillon. Mais à Saint-Domingue, la situation est chaotique. Les esclaves se sont révoltés, les Blancs se déchirent, les Espagnols et les Anglais en profitent pour envahir. Boyer rentre dans la colonie et s'engage dans le camp des affranchis dirigé par André Rigaud, un autre mulâtre. Ensemble, ils résistent à Toussaint Louverture, le général noir qui cherche à unifier la colonie sous son autorité. La guerre du Sud oppose les troupes de Toussaint à celles de Rigaud. Boyer combat contre Toussaint, mais il est vaincu. En 1800, avec Rigaud et Alexandre Pétion, il doit s'exiler en France. En France, ils attendent leur heure. Elle arrive en 1802. Napoléon Bonaparte, devenu premier consul, veut reprendre le contrôle de Saint-Domingue et, selon toute vraisemblance, rétablir l'esclavage. Il envoie une expédition de plus de 20 000 hommes commandés par son beau-frère, le général Leclerc. Boyer, Pétion et Rigaud acceptent de servir comme officiers français et reviennent dans leur pays. Mais très vite, ils comprennent que les Français ont l'intention de rétablir l'esclavage et de priver les affranchis de leurs droits. En Guadeloupe, l'ordre a déjà été donné. Boyer et Pétion font alors défection et rejoignent les insurgés noirs, notamment Jean-Jacques Dessalines. Ensemble, ils combattent les Français. La guerre est terrible. La fièvre jaune décime les troupes françaises. En novembre 1803, les Français capitulent à Vertières. Le 1er janvier 1804, Dessalines proclame l'indépendance d'Haïti. L'indépendance acquise, Haïti va connaître une période de trouble. Dessalines se fait proclamer empereur, mais il est assassiné en 1806. Le pays se divise alors en deux. Au nord, Henri Christophe, un général noir, fonde l'État d'Haïti, qui deviendra le royaume d'Haïti en 1811. Au sud, Alexandre Pétion, un mulâtre comme Boyer, fonde la République d'Haïti, avec Port-au-Prince pour capitale. Boyer devient un proche collaborateur de Pétion. Il est secrétaire du président, puis commandant de sa garde. Pétion, qui n'a pas d'héritier direct, voit en Boyer son successeur potentiel. En 1816, il fait modifier la Constitution pour pouvoir désigner son successeur. Le 29 mars 1818, Pétion meurt de la fièvre jaune. Boyer est immédiatement proclamé président de la République d'Haïti par le Sénat. Boyer devient donc président du Sud en 1818. Mais le Nord reste sous la domination d'Henri Christophe, qui s'est fait proclamer roi en 1811. Christophe règne d'une main de fer. Il a construit une immense citadelle, la Ferrière, et un palais somptueux, sans souci. Mais son régime est autoritaire et impopulaire auprès de ses sujets, épuisé par les corvées et la discipline stricte.
En 1820, Christophe est frappé d'une attaque cérébrale qui le paralyse partiellement. L'opposition gronde. Ses propres soldats se révoltent. Le 8 octobre 1820, abandonné de tous, Christophe se suicide d'une balle en argent, selon la légende, ou d'un coup de pistolet. Boyer, qui avait déjà commencé à marcher vers le nord avec son armée, entre triomphalement au Cap Haïtien le 20 octobre 1820. Sans combattre, il réunifie le nord et le sud d'Haïti. Pour la première fois depuis 1806, tout l'ouest de l'île est à nouveau sous une seule autorité. Mais Boyer ne s'arrête pas là. À l'est de l'île, la colonie espagnole de Saint-Domingue est dans une situation fragile. Depuis des années, l'Espagne néglige sa colonie, une période que les dominicains appellent l'España boba, l'Espagne stupide. L'économie est exsangue, l'administration inefficace, les soldats ne sont pas payés. Le 30 novembre 1821, des créoles dirigés par José Núñez de Cáceres proclament l'indépendance de la colonie et créent l'État indépendant d'Haïti espagnol. Leur intention est de s'unir à la Grande Colombie de Simón Bolívar. Mais Bolívar est trop occupé ailleurs et ne répond pas. Boyer voit là une opportunité, mais aussi un danger. Si les Espagnols ou les Français reprennent pied dans la partie orientale, ils pourraient s'en servir comme base pour reconquérir Haïti. Il décide d'agir. Il mobilise une armée. Selon les sources, entre 12 000 et 50 000 soldats. Mais surtout, il bénéficie d'un soutien inattendu, une grande partie de la population de l'Est, en particulier les esclaves et les personnes de couleur, voient d'un bon œil l'arrivée des Haïtiens. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Boyer va abolir l'esclavage. Des gouverneurs de provinces frontalières rallient le drapeau haïtien dès novembre 1821. Le 9 février 1822, Boyer entre sans combat dans la ville de Santo Domingo. Núñez de Cáceres lui remet les clés de la ville. Pour la première fois de son histoire, toute l'île d'Hispaniola est unifiée sous un seul gouvernement. Elle le restera pendant 22 ans. Boyer prend immédiatement des mesures radicales. Dès son entrée, il proclame l'abolition de l'esclavage, libérant environ 8000 esclaves. C'est une décision populaire auprès des masses, mais qui mécontente les anciens propriétaires. Ensuite, il lance une réforme agraire. Il confisque les terres de l'Église et de l'État, et les redistribue. Mais attention, cette redistribution ne signifie pas que les paysans deviennent propriétaires de petites parcelles. Boyer veut maintenir une économie de plantation, basée sur l'exportation. Il instaure le code rural, qui oblige les paysans à travailler dans les grandes plantations sous peine de sanctions. C'est une forme de travail forcé déguisé. Il supprime aussi le système des terrenos communaux, ces terres possédées collectivement, pour imposer le modèle haïtien de propriété individuelle. Toutes ces mesures créent un mécontentement grandissant chez les paysans dominicains, qui se sentent spoliés et contraints. Mais le plus grand défi de Boyer est ailleurs. Depuis 1804, Haïti vit sous la menace constante de la France. Les anciens colons réclament des indemnités pour la perte de leurs propriétés. Aucune grande puissance ne reconnaît l'indépendance d'Haïti. Les États-Unis eux-mêmes, pays esclavagistes, ne veulent pas reconnaître une république noire née d'une révolte d'esclaves. Boyer comprend que pour assurer la pérennité d'Haïti, il faut obtenir cette reconnaissance. En 1825, le roi de France Charles X décide d'en finir. Il envoie une flotte de 14 navires de guerre avec 500 canons dans la baie de Port-au-Prince. Le 17 avril 1825, par une ordonnance royale, Charles X reconnaît l'indépendance d'Haïti, mais à une condition, Haïti doit payer une indemnité de 150 millions de francs aux anciens colons français pour compenser la perte de leurs biens, c'est-à-dire leurs terres et leurs esclaves. C'est un ultimatum. Si Boyer refuse, c'est la guerre, et Haïti, exsangue, ne peut pas résister à la marine française. Boyer accepte. Le 11 juillet 1825, il signe le traité. Pour payer la première tranche, il doit emprunter 30 millions de francs à des banques françaises, avec un intérêt de 6%. C'est ce qu'on appelle la double dette, Haïti doit payer la France, et doit payer les banques françaises pour pouvoir payer la France. La somme est astronomique. 150 millions de francs or, c'est l'équivalent de plusieurs centaines de millions de dollars actuels. En 1838, après d'âpres négociations, Boyer obtient une réduction, la dette passe à 90 millions, puis à 60 millions de francs, payable en 30 ans. Mais le mal est fait. Pendant des décennies, Haïti va consacrer jusqu'à 80% de ses recettes publiques au remboursement de cette dette. Les conséquences de cette dette sont catastrophiques. Pour payer, Boyer augmente les impôts.
Il impose des taxes spéciales. Il imprime de la monnaie, ce qui provoque une dévaluation du gourde, la monnaie haïtienne. L'économie, déjà fragile, s'effondre. L'exportation principale est le café, produit dans le nord du pays, mais les cours mondiaux fluctuent. Dans les années 1840, le prix du café chute, aggravant encore la crise. Pendant ce temps, la dette continue de gruger les finances publiques. Pas d'argent pour les écoles, pas d'argent pour les hôpitaux, pas d'argent pour les routes. Haïti, qui était la colonie la plus riche du monde, devient un pays pauvre, étranglé par une dette imposée par l'ancienne métropole. Pour tenter de relancer l'économie et de peupler le pays, Boyer a une autre idée. Il encourage l'immigration de Noirs américains libres. Aux États-Unis, l'American Colonization Society cherche à renvoyer les Noirs libres hors du pays, vers l'Afrique, au Libéria, ou ailleurs. Boyer leur offre des terres et la citoyenneté haïtienne. Entre 1824 et 1825, environ 6000 Afro-Américains débarquent en Haïti. Mais l'expérience tourne court. Beaucoup d'entre eux ne parlent pas français, ne connaissent pas l'agriculture tropicale. Ils se heurtent à la pauvreté du pays, à l'isolement. Plusieurs milliers repartent aux États-Unis, déçus. Ceux qui restent, notamment dans la péninsule de Samana, formeront une communauté particulière, conservant leur langue et leur culture, mais le projet de peuplement est un échec. Au fil des années, le régime de Boyer devient de plus en plus autoritaire. Il gouverne seul, sans partage. La Constitution de 1816 lui a donné le droit de désigner son successeur, ce qui en fait un président à vie de fait. Il s'entoure de fidèles, comme Joseph Balthazar Inginac, son secrétaire et bras droit. Le mécontentement gronde sur plusieurs fronts. À l'ouest, les paysans haïtiens, qui avaient reçu des terres sous Pétion, voient d'un mauvais œil les tentatives de Boyer de restaurer le système des grandes plantations avec le Code rural de 1826. Ils veulent vivre libres sur leurs petites parcelles, dans leurs lacous, et pratiquer leur religion, le vaudou, loin du contrôle de l'État. À l'est, les dominicains supportent mal la domination haïtienne, les impôts, la conscription, et l'imposition du français. L'Église catholique, spoliée de ses terres, est également hostile. En 1842, un tremblement de terre dévaste le Cap haïtien, aggravant la misère et la désorganisation. En 1843, l'opposition se cristallise. Un mouvement insurrectionnel éclate à Praslin, dans le sud, mené par le général Charles Rivière-Hérard. Les réformistes réclament une constitution plus démocratique, la fin du régime autoritaire. Boyer tente de réprimer la révolte, mais il perd le soutien de l'armée et de l'élite. Le 13 mars 1843, après 25 ans de pouvoir, il est contraint d'abdiquer. Il s'enfuit d'abord en Jamaïque, puis s'installe en France, à Paris. Ironie de l'histoire, l'homme qui a signé la dette envers la France finit sa vie à Paris, oublié de tous. La chute de Boyer a des conséquences immédiates à l'Est. Profitant du chaos politique en Haïti, les indépendantistes dominicains passent à l'action. Dès décembre 1843, des sociétés secrètes comme la Trinitaria, fondée par Juan Pablo Duarte, préparent la sécession. Le 27 février 1844, les indépendantistes, menés par Francisco del Rosario Sanchez et Macia Ramon Mella, proclament l'indépendance de la République dominicaine. Après 22 ans d'occupation haïtienne, la partie orientale de l'île redevient indépendante. Haïti, affaibli par la crise politique et économique, ne parviendra pas à la reconquérir malgré plusieurs tentatives. Boyer vit ses dernières années dans l'anonymat à Paris. Il meurt le 9 juillet 1850, à l'âge de 74 ans. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise, loin de sa terre natale. Celui qui a unifié toute l'île d'Hispaniola, qui a régné plus longtemps qu'aucun autre dirigeant haïtien, qui a signé la dette de l'indépendance, meurt seul et oublié. Aujourd'hui, sa tombe existe toujours à Paris, discrète, alors que son héritage continue de peser sur Haïti. Alors, que retenir de Jean-Pierre Boyer? C'est un personnage complexe, aux multiples facettes. C'est d'abord l'unificateur. Il a réuni le nord et le sud d'Haïti sans combat, et il a annexé la partie espagnole de l'île, réalisant pour 22 ans l'unité d'Hispaniola. C'est aussi l'homme de la dette. En signant l'ordonnance de 1825, il a cru acheter la reconnaissance internationale d'Haïti. Mais il a en réalité hypothéqué l'avenir de son pays. Cette dette, réduite mais toujours présente, a été payée jusqu'en 1947. Pendant plus d'un siècle, elle a détourné les ressources d'Haïti, l'empêchant de se développer, l'enfonçant dans la pauvreté. C'est enfin un autoritaire.
Son long règne, s'il a apporté la stabilité, a aussi étouffé les libertés. Son code rural a tenté de maintenir de force les paysans dans les plantations. Son mépris des aspirations démocratiques a fini par le renverser. Boyer a laissé une Haïti unifiée, mais exsangue. Une Haïti reconnue internationalement, mais étranglée par la dette. Une Haïti où l'esclavage avait été aboli partout, mais où les paysans étaient soumis au travail forcé. Son héritage est donc double, positif par l'unité et l'abolition, négatif par la dette et l'autoritarisme. Et la séparation de 1844, la perte de la partie orientale de l'île, a créé deux nations au destin séparé, qui peinent encore aujourd'hui à se réconcilier. Merci d'avoir suivi cette longue histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et dites-moi en commentaire, selon vous, Boyer a-t-il eu le choix en 1825, ou a-t-il été contraint d'accepter cette dette? À bientôt pour un nouvel épisode.